Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le 6 juin est une date bien sûr importante, ça fait 80 ans le débarquement. Frédéric Smith est historien, il a publié un livre absolument passionnant des Québécois en Normandie à l'heure du jour J à la libération de Paris. Je vais vous lire un extrait. C'est le major Charles Roch Lamoureux qui écrit ça dans ses mémoires. Alors, l'eau jaillissait en cascade à l'endroit où les obus allemands éclataient, puis les mitrailleuses des deux côtés entrèrent dans la danse. Les balles lumineuses allaient de tous bords, tous côtés. C'était un spectacle qui, jusqu'à ce jour, m'est resté ancré dans la mémoire. La vue de tout ceci a pour effet que le pouls devient plus rapide. On se sent emporté dans un mouvement irrésistible et gigantesque. La fièvre de l'action s'empare de nous. Quel jeune homme courageux. Frédéric Smith est avec nous. Bonjour, M. Smith. Bonjour. Bien, premièrement, merci beaucoup pour votre livre. Du jour J à la libération de Paris, bien sûr, parce que le débarquement, c'était seulement que le début d'une longue aventure. Après ça, là, il fallait aller... Vous savez, il y a le cliché, le stéréotype que les Québécois voulaient pas aller à la guerre, que les Québécois se cachaient dans le bois, qu'il a fallu les obliger parce qu'ils autres voulaient rien savoir, parce que l'armée, c'était le Canada, c'était le fédéral, les autres... Bon, est-ce que jusqu'à quel point ce cliché-là est vrai ou pas vrai? Ben, en fait, il y a une grande part de mythe là-dedans, effectivement. C'est certain que ce qui monopolisait les débats politiques, notamment pendant la Deuxième Guerre au Canada français, c'était la perspective d'une nouvelle crise de conscription, comme on l'avait vécu lors de la Grande Guerre. Et évidemment, la Deuxième Guerre mondiale éclate seulement 20 ans plus tard, donc le traumatisme de ces jeunes hommes envoyés servir comme chair à canon pour l'Empire britannique lors de la Grande Guerre. Le traumatisme est encore très, très vivant. Mais malgré tout, dès septembre 1939, il y a des jeunes Canadiens français qui s'enrôlent, même que l'unité canadienne qui remplit la première ses effectifs dès septembre 1939, c'est le régiment de Maisonneuve, un régiment de Montréal. Et en tout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on estime qu'il y a entre 90 000 et 100 000 jeunes volontaires canadiens-français. Ils sont tous des volontaires, tous ceux qui ont combattu au moins jusqu'en novembre 1944, là où on a commencé à envoyer quelques conscrits, puisque le gouvernement fédéral a jugé que c'était le bon moment de passer la conscription pour le service obligatoire outre-mer. Mais ça, c'est seulement en novembre 1944. De 39 à 44, ce sont tous des volontaires. Et ça, c'est important de le noter aujourd'hui. Ben oui, c'est important de le noter. Monsieur Smith, est-ce que c'est des gens qui sont allés par devoir pour défendre la démocratie ou c'était souvent des jeunes de familles peu fortunées puis qui disaient, ben voici, j'ai la chance de voyager, un peu d'aventure dans ma vie. Est-ce que c'était surtout ça? Il y a un peu de tout ça. En fait, majoritairement, ce sont souvent des jeunes hommes qui veulent fuir des conditions économiques difficiles. Il y avait eu la crise économique dans les années 30. On n'en était pas encore tout à fait sorti au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'armée fournissait un toit et nourriture, un salaire également qui parfois était transmis aux familles au Canada et au Québec. Pour certains, c'était aussi par esprit d'aventure, certainement. Il y a une certaine insouciance qui vient avec la jeunesse aussi. Bon, on dit on va aller vivre une expérience là-bas. On sait évidemment pas à quoi s'attendre exactement. Et au début de la guerre, on pense que la guerre sera terminée très rapidement. Évidemment, on va finir par déchanter assez rapidement quand les Allemands vont envahir la France, que la France va capituler et ensuite, bon, il y aura les opérations contre les troupes soviétiques et ça prendra le débarquement en Normandie en 1944 pour vraiment renverser la vapeur. Le débarquement, c'est sûr, ça frappe l'imaginaire. On a tous vu Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Mais il y a eu plusieurs vagues du débarquement. C'est-à-dire, la première vague se battait littéralement contre les Allemands. Mais une fois qu'ils avaient assuré la côte, qu'ils avaient contrôlé la côte, il y a soudainement d'autres soldats qui débarquaient dans un contexte beaucoup plus sécuritaire. Est-ce qu'ils faisaient partie de la deuxième, troisième, quatrième vague qui arrivait ou il y a eu des Québécois qui ont fait vraiment la première vague? La plus dure? Ben, en fait, le matin du 6 juin, ce sont donc les hommes, les fantassins de la 3e division d'infanterie canadienne qui sont appuyés des chars de la 2e brigade blindée canadienne. On leur confie une des 5 plages, avec les noms de code qu'on connaît, Utah, Omaha, Gold,
Juno et Sword, Gold est confié aux soldats canadiens. Dans la nuit auparavant, il y a des parachutistes qui ont été largués, parmi lesquels on retrouve des Canadiens français, comme le lieutenant Philippe Rousseau, qui est mort rapidement après avoir été largué au mauvais endroit vers 1h du matin le 6 juin. On le considère comme le premier Canadien français mort à la bataille de Normandie le jour J. Donc, à Juno, il y a la 7e et la 8e brigade d'infanterie qui débarquent. La 9e est en réserve derrière. Et au sein de la 8e brigade, il y a le régiment de la Chaudière, qui est une unité francophone, qui, elle, doit débarquer en deuxième vague autour de 8h30, finalement, le matin du 6 juin. Mmh. Donc, l'opposition est encore féroce du côté allemand. Il faut savoir que le pourcentage de pertes en Normandie, le jour J, est le plus élevé à Omaha, mais la deuxième plage où le pourcentage de pertes est le plus élevé, c'est à Juno. Les bombardements du matin, notamment l'escadrille Alouette, qui est une unité francophone également, avaient contribué aux bombardements, eux, plus dans le secteur de Houlgat, un peu plus à l'est que les plages. Mais donc, il faut savoir que le régiment de la Chaudière a donc traverser les lignes du Queen's Own Rifles, c'était sa mission, et percer à travers Bernières-sur-Mer, où ils sont débarqués, Bény-sur-Mer, Bali, se sont approchés de Colombie-sur-Thon en fin de journée. Et le régiment de la Chaudière a des hommes qui viennent d'un peu partout, mais notamment de la région de Québec, où sur la rive sud est basé le régiment, encore aujourd'hui d'ailleurs à Lévis. Donc, des hommes qui venaient partout, et on dit que le régiment de la Chaudière est celui qui a réussi à pousser le plus loin par rapport à ses objectifs. Mais les objectifs de la journée étaient de prendre la ville de Caen, la grande ville normande de Caen. C'était ce qui était prévu dans les plans qui avaient été fixés par des généraux britanniques notamment. Mais il faudra plus d'un mois avant de réussir à prendre la ville de Caen. Et c'est là que début juillet, la 2e division d'infanterie arrive et on retrouve au sein de cette division-là 2 autres unités d'infanterie, le régiment de Maisonneuve et les fusiliers Mont-Royal. Il y a également au même moment à peu près le 4e régiment d'artillerie moyenne, qui est également une unité francophone qui arrive en Normandie. Donc beaucoup de soldats francophones, des femmes également, des infirmières. Oui, mais avant de parler des infirmières, je fais une petite parenthèse parce que j'aimerais que vous m'éclairiez parce qu'il y a un autre stéréotype, un mythe concernant Dieppe. J'aimerais que vous me parliez de Dieppe, qui était avant, bien sûr, le débarquement, mais on dit que Dieppe, c'était pour préparer le débarquement, c'était comme un exercice. On voulait savoir comment réagiraient les Allemands en cas de débarquement. On savait que les pertes seraient énormes et qu'on aurait utilisé justement des Québécois francophones comme littéralement chair à canon pour les sacrifier, pour voir, ben là, ça va nous permettre de mieux planifier le vrai débarquement. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai qu'on a sacrifié volontairement des Québécois francophones à Dieppe? Il y a une grande part de mythe là-dedans, ne serait-ce que parce que les Québécois qui ont participé au raid de Dieppe en août 42 étaient au sein des fusiliers Mont-Royal qui étaient en réserve. Et lorsque, dans leur secteur là, de Dieppe, le Essex Scottish Regiment, on croyait qu'il avait réussi, qui était en première vague, on croyait qu'il avait réussi à pénétrer à l'intérieur de la ville, ce qui finalement n'était pas vrai. Il y a eu un malentendu, des mauvaises communications. Donc on dit aux fusiliers Mont-Royal, allez-y, vous pouvez y aller, le Essex a déjà pris pied dans la ville, ce qui n'était finalement pas le cas. Et des fusiliers Mont-Royal, ils étaient 586, il en revient indemne 125. Donc, 80% de pertes, c'est-à-dire des tués, des blessés, des prisonniers, ce qui, évidemment, cause une commotion au Canada et au Canada français, évidemment. On s'imagine à quel point l'enrôlement devenait plus difficile par la suite avec ces images-là. Donc, une part de mythe par rapport à l'aspect chair à canon, puisque, comme je le mentionnais, les fusiliers Mont-Royal étaient normalement en réserve, mais ça a été quand même une catastrophe qui a marqué les esprits. Ce qui est bien dans votre livre, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un livre d'histoire à hauteur d'homme. Vous nous racontez là, comment ils ont vécu ces gens-là. Puis il y a des histoires d'amour aussi. Il n'y a pas rien que la guerre. Là. Il y a eu des histoires d'amour. Et vous nous parlez, entre autres, de Paul Vallée. J'aimerais que vous nous en parliez de Paul Vallée. Oui, ça, j'ai été choyé. J'ai eu la confiance de la famille Vallée qui m'a donné
qui m'a donné accès à son journal intime, son journal inédit, où elle écrit à tous les jours son expérience. Elle appartient au 6e hôpital général canadien, qui est basé à Québec. Elle est originaire elle-même de Québec. Et donc, elle raconte ce qui se passe. Elle est basée en Angleterre pendant un certain temps. Elle n'arrivera en France que vers la fin du mois de juillet. Et le 6e hôpital général canadien, comme d'autres hôpitaux, vont s'installer dans la région de Bayeux. Ce qui est vraiment intéressant avec les écrits de Paul Vallée, c'est qu'elle s'inquiète pour le sort de son frère, Pierre Vallée, qui est capitaine au sein du régiment de la Chaudière et qui a été fait prisonnier dans la nuit du 6 au 7 juin. C'est le plus haut gradé du Chaudière qui sera fait prisonnier au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il sera interné dans un camp d'officiers en Allemagne. Il sera libéré seulement en 1945. Mais on ne sait rien de son sort après la journée du 6 juin. La famille Vallée à Québec et Paul Vallée et son frère Arthur, qui lui aussi est médecin dans le 17e hôpital général, ils s'inquiètent tous pour le sort de Pierre Vallée, qui lui écrira finalement ses mémoires en 1964. Donc, les écrits de Paul Vallée me permettent de faire le lien entre ses craintes et ce qu'il se passe vraiment dans la réalité de Pierre Vallée, qui est fait prisonnier et transporté par camion éventuellement jusqu'en Allemagne. Et ça permet de parler du rôle des femmes, qui est méconnu également. Oui. Les femmes les plus près du front, c'était les infirmières, qui jouaient un rôle, beaucoup de psychologues aussi auprès des soldats, parce que la psychiatrie militaire, ça commençait à peine. Avec la campagne d'Italie, on a commencé à développer ça un peu, mais au départ, l'idée, c'était de la psychiatrie militaire, c'était de pouvoir retourner le soldat au front le plus rapidement possible, non pas nécessairement le retirer parce qu'il était en état de choc. Donc, il y a des frictions avec les autorités militaires aussi par rapport à tout ça. Et le rôle des infirmières, qui est évidemment un rôle de soignant, mais leur rôle de psychologue, de réconfort est noté par plusieurs soldats. Et en terminant, le retour s'est passé comment? Quand ils sont revenus au Québec, est-ce qu'ils ont été accueillis comme des héros ou pas du tout? Bon, il y a eu des parades militaires parfois, là, notamment à Québec, quand le Royal 22e, qui avait fait, lui, la campagne d'Italie, et ensuite est allé aux Pays-Bas, notamment, est revenu, mais très tard, en 1945. D'autres sont revenus en 1946. Mais disons que la société québécoise, la société en général avait envie de passer à autre chose. Les soldats, les vétérans, on les a très peu écoutés. Par conséquent, ils ont très peu voulu parler aussi. Plusieurs ne voulaient pas parler de toute manière parce qu'ils étaient traumatisés par leur expérience. Il faudra souvent, ce qu'on constate quand on parle aux familles des vétérans, c'est que souvent, il faut sauter une génération avant qu'ils commencent à s'ouvrir plus à leurs petits-enfants. Et il y a le 50e anniversaire en 1994 qui a commencé à libérer une certaine parole aussi auprès des vétérans. Ça a été un tournant et c'est là qu'on a commencé à avoir des productions hollywoodiennes comme Il faut sauver le soldat Ryan, la série Frères d'armes également, vers la fin des années 90, début 2000. Mais avant ces années-là, on en parlait très peu. On voulait passer à autre chose. On avait eu 2 guerres mondiales assez effroyables. Et au Québec en particulier, on ne parlait que de la conscription pratiquement dans les manuels d'histoire pendant très longtemps. On a surévalué un peu, survalué le rôle du conscrit et on a oublié de parler de tous ces 90 000 et plus volontaires canadiens-français. En tout cas, un livre absolument passionnant des Québécois en Normandie. Je suis allé 2 fois sur la plage de Junon. Monsieur Smith, j'avais les pieds dans la mer, là, et je regardais devant moi les falaises et je m'imaginais en train de courir vraiment avec en haut des falaises des soldats qui tiraient à vue comme ça, comme des lapins. Aucun endroit de protégé, aucun endroit où de cacher. Ça prenait un courage hallucinant, non? Absolument. Un grand courage, la bravo, une abnégation aussi. Et c'est important de le souligner aujourd'hui avec ce 80e anniversaire. Tout à fait. Un très beau livre, donc, il rend hommage à ces Québécois-là, des Québécois en Normandie du jour J à la libération de Paris. Merci beaucoup, M. Frédéric Smith. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.